Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission Avec Judith, diffusée sur YouTube de France 24 et toutes les plateformes de podcast. Nous recevons cette semaine Elie Barnavi, militant pour la paix entre Israéliens et Palestiniens et combattant inlassable pour la solution à deux États. Bonjour Elie Barnavi. Vous êtes historien, diplomate, ancien ambassadeur d'Israël en France. Vous avez reçu le Grand Prix francophone de l'Académie française en 2007 pour l'ensemble de votre œuvre. Vous êtes également directeur scientifique du Musée de l'Europe à Bruxelles. Et vous avez écrit de très nombreux ouvrages, dont le dernier Dictionnaire amoureux d'Israël chez Plomb. Et puis, Confession d'un bon à rien, aux éditions Grasset, dont on parle beaucoup en ce moment. Et enfin, je cite la lettre d'un ami israélien à un ami palestinien chez Flammarion. Mais avant de commencer cet entretien qui est consacré au changement dans la vie, vous vouliez nous dire un mot, revenir sur la situation actuellement au Liban. La situation au Liban, c'est qu'il y a un cessez-le-feu théorique, puisque la guerre se poursuit sans relâche. Aujourd'hui encore, l'armée opère dans une quinzaine de villages au sud du Liban. En fait, il n'y a jamais eu de vrai cessez-le-feu. Le Hezbollah est toujours là, malgré toutes les promesses d'en finir une fois pour toutes. Et l'avenir est complètement dans le brouillard, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Alors, ce qu'il faudrait faire, à mon sens, c'est aider le gouvernement libanais pour la première fois. On a un gouvernement libanais déterminé à recouvrer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. Un gouvernement anti-Hezbollah, un Hezbollah très affaibli. C'est la carte qu'il faudrait jouer, évidemment, avec d'autres acteurs extérieurs, notamment la France, pour essayer de stabiliser la situation. Ce n'est pas le chemin que prend le gouvernement d'Israël, pas plus au Liban qu'ailleurs d'ailleurs. Le gouvernement de Nawaf Salam. Et vous écrivez d'ailleurs, vous avez écrit « L'occupation israélienne au Liban finit toujours par se retourner contre elle-même ». Oui, en fait, comme toute occupation militaire, on caresse l'illusion qu'en occupant le terrain, on va pouvoir créer une zone tampon pour protéger les localités du nord du pays, de la Galilée. Et évidemment, ce n'est pas la protection de ces localités, c'est une nécessité absolue. C'est-à-dire, on a vécu pendant des années sous le feu du Hezbollah, une organisation terroriste et génocidaire. Et donc, il faut régler ce problème. Mais l'illusion qu'en occupant une bande de terrain, on va pouvoir créer une espèce de profondeur stratégique qui permettrait de protéger ses frontières, ça ne fonctionne pas. Parce qu'avec les roquettes dont on dispose aujourd'hui, il suffit de tirer au-delà. Le problème n'est pas les tirs dans l'immédiateté de la frontière. Le problème est beaucoup plus grave que cela. Et comme on ne peut pas occuper tout le pays, l'illusion de désarmer le Hezbollah de manière unilatérale est évidemment, c'est une illusion. Mais on s'accroche sur la pression de ces localités, sur la pression de la base, puisque Netanyahou a une base qu'il lui faut satisfaire, des considérations qui n'ont rien à voir avec la sécurité elle-même. Et c'est pour ça que chaque fois, on se fourvoie de nouveau dans les mêmes choses-là. Alors venons-en à notre entretien. Votre livre, Confession d'un bon à rien, commence par cette phrase. « J'ai souvent pensé et dit que je suis né grâce à Hitler ». Vous ajoutez cette assertion à l'allure d'une boutade, voire d'une absurdité. Elle a sa part de vérité pourtant. Quelle est cette part de vérité ? Elle a sa part de vérité dans la mesure où mes parents avaient déjà 2 enfants. Avant que vous naissiez. Avant que je sois né. Et ces 2 enfants ont péri pendant la guerre, à cause d'Hitler évidemment, et que s'ils avaient survécu, il est peu probable que mes parents auraient eu un 3e, moi. Alors, c'est un sentiment, c'est une supposition,
En fait, ça ne veut rien dire. Tout cela est absurde. Mais c'est ce type d'absurdité qui vous fait réfléchir, qui vous fait souffrir et qui finalement fait partie de vous. Évidemment, vous savez rationnellement que ça n'a pas de sens, et c'est le sentiment avec lequel vous vivez. Je ne dis pas que ça m'empêche de vivre, mais ça fait partie de moi. Et quand je cherchais moyen de commencer cet ouvrage, cette phrase s'est imposée à moi en quelque sorte. Par contre, on commence par ça, par cette espèce d'inéducation à la vie en quelque sorte, par laquelle j'ai commencé. Alors, votre père a fait la guerre au sein de l'Armée rouge, il a participé à la défense de Moscou, il s'est battu à Stalingrad. Et vous écrivez, il est entré en guerre communiste, il en est sorti sioniste. Oui. Donc, expliquez-nous. Oui, c'est assez difficile à expliquer, mais c'est un profil très classique pour les judaïtés d'Europe de l'Est. Si vous connaissez un peu la littérature de ces gens-là, de Bashevis Singer et d'autres, vous retrouvez ce type de Vassili Grossman, vous retrouvez ce type de profil des jeunes juifs qui naissent dans des familles traditionnelles, comme étaient toutes les familles juives de ce qu'on appelait la zone de résidence, c'est-à-dire la bordure occidentale et méridionale de l'Empire russe, où les Juifs étaient parqués, ils n'avaient pas le droit de vivre en Russie même. Et dans ces familles traditionnelles, beaucoup de jeunes, à l'oreille de la modernité, ont tourné le dos à la tradition, ont tourné le dos au rabbin, à la religion, sont devenus révolutionnaires, sont devenus communistes. Ça, c'est mon grand-père, son père déjà, le père de mon père, qui a fait l'école rabbinique comme beaucoup de gens. À 20 ans, il s'est mis à fumer le Shabbat, ce qui est interdit, et est devenu communiste révolutionnaire. Et mon père est né dans cette atmosphère. Donc le communisme, le socialisme, de toutes les nuances. Il y avait le Bund. Il y avait le Bund, qui était le grand mouvement ouvrier de la Russie tsariste. C'est même la matrice du Parti social-démocrate de Russie, le parti de Lénine. C'est la première grande organisation ouvrière de l'Empire. Je consacre une notice à ce formidable mouvement qui s'est ensuite séparé des bolcheviks sur la question de la démocratie, précisément. Et donc lui, oui, il était communiste, il était devenu officier dans la mer Rouge, il a fait la guerre un peu partout. Mais il a découvert la réalité du régime à ce moment-là. Quand vous êtes à l'armée, si vous lisez, je mentionnais Vassili Grossman tout à l'heure, entre les lignes, vous comprenez ce qui s'y passe. Et lui, il a compris la brutalité, le mépris de la vie humaine, l'antisémitisme qui sévissait, et il s'est ouvert au sionisme. Et il est devenu effectivement sioniste après la guerre, avec comme seul but de partir pour Israël. Ça a été compliqué, mais enfin voilà, il y est parvenu. Et c'est comme ça qu'il est devenu israélien, avec tous les problèmes d'ailleurs pour cette génération de s'intégrer dans une culture radicalement Différente. Dans un pays autre, dans une région autre, un climat autre. Ça a été difficile pour lui, bien qu'il était très à l'aise dans l'hébreu et qu'il ait une solide culture hébraïque ancienne. Et donc le problème n'était pas... Mais il était culturel, non pas au sens littéraire du terme, mais au sens de la vie de tous les jours, des codes culturels. Il s'est retrouvé en Orient. Et ça a été pour lui un drame. Et votre père était né en 1910 en Bessarabie. La Bessarabie a été incorporée à la Roumanie, puis à la République soviétique de Moldavie. Et un jour, lorsque vous étiez enfant, vous avez demandé à votre père si vous étiez roumain. Et il a répondu, « Nous sommes juifs sans Dieu, mais juifs jusqu'au bout des ongles. » Oui, ça aussi, c'est quelque chose d'assez difficile à comprendre en Occident. En France,
Vous êtes française et que vous soyez juive ou catholique ou protestante, ça ne, ça n'informe pas votre qualité de française. En Europe Centrale. centrale et orientale, les Juifs étaient une nation. Et ça, on a beaucoup de mal à comprendre ça. Ce n'était pas une simple confession, ce n'était pas une religion. C'était un peuple. C'était un peuple. Il était considéré comme tel par les autres. D'ailleurs, dans l'Empire soviétique, sous le régime soviétique, sur les cartes d'identité des citoyens, il y avait la nationalité. Et pour les Juifs, il y avait écrit Juif. C'était comme ça. Et donc, pour mon père, la question d'être russe ou roumain ou autre chose, C'était secondaire. c'était secondaire. Bien sûr, il y avait une nationalité, il y avait une citoyenneté, mais la nationalité était juive. Et donc, tout en étant athée, même athée agressif, athée militant, il était, oui, juif jusqu'au bout des ongles, ouvert à d'autres cultures, parlant plusieurs langues, à l'aise dans les littératures, admirant la littérature russe ô combien. Mais il était, oui, il était juif. Et c'est cette qualité, cette croyance, enfin, cette certitude qu'il m'a transmise, qu'on n'est pas juif par choix et qu'on n'est pas juif par religion, mais qu'on est juif par nationalité, par ethnie, Par quelle que culture. soit, par culture, quelle que soit la façon dont vous souhaitiez le définir. Et votre père a remplacé la foi communiste par la foi sioniste, dites-vous. Alors, quel était le sionisme de votre père? Est-ce que c'est toujours le vôtre? Et est-ce qu'il n'y a pas plusieurs sionismes? Il y a plusieurs sionismes idéologiques. Hein. Et dans le dictionnaire, je consacre une notice à chaque courant de qui est, comme disait Amos Oz, un nom de famille. C'est pas, il y a des sionistes de gauche, de droite, du centre, communistes, fascistes, tout ce que vous voudrez. Mais ils ont tous comme volonté d'estimer qu'il n'y a pas de place sur terre pour les Juifs que dans un État-nation. C'est ça qui les réunit tous. Il faut, pour vivre dans ce monde moderne, il faut s'autodéterminer. Sinon, on est mort, on n'existe pas. On peut survivre en tant qu'individu, mais on n'est pas survivre en tant que groupe, en tant que nation. Et dans des cas extrêmes, on ne peut pas survivre en tant qu'individu non plus, comme l'histoire récente l'a prouvé. C'est ça le fond de la croyance sioniste. Et en fait, comme l'a dit très bien Yeshayahu Leibovitch, notre plus grand intellectuel public en Israël, et un esprit particulier, il a dit en fait, le sionisme va exister parce que les Juifs en avaient assez d'être gouvernés par les goïms, par les autres, par les gentils. Et je crois que ça résume bien l'affaire. Même si donc c'est pas la même définition pour tous. Il y en a pour qui Israël c'est la terre refuge, pour d'autres c'est le sionisme religieux, la terre sainte. Il y a encore un sionisme nationaliste expansionniste qui est le Grand Israël. Ça recouvre Alors, pas la... idéologiquement, il y a, comme je l'ai dit, toutes les nuances de la politique générale moderne, si vous voulez. C'est-à-dire, vous retrouvez dans le sionisme tous les courants de la politique en Europe, si vous voulez. Ce qui les rend tous, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'ils les rend tous membres de la même famille, c'est ça. C'est l'idée qu'il faut aux Juifs une terre à eux, un État et un pouvoir souverain. Comment vous expliquez qu'après l'assassinat de Yitzhak Rabin en 1995 par un Israélien juif religieux orthodoxe, les Israéliens aient porté au pouvoir Benjamin Netanyahou, qui avait été co-responsable du climat de haine contre Rabin? C'est une question complexe parce que
il y a un faisceau de raisons. Disons que après l'assassinat, la droite s'est cachée dans des trous à rats, on ne les voyait plus. Ils étaient effondrés, convaincus que le règne sur terre était terminé. Et le peuple, la nation, dans ce tréfonds, était révulsé. Et il a fallu toute la maladresse de Shimon Peres pour gâcher ça et perdre une élection imperdable. Il a réussi ça. Et comment il s'y est pris? Il fallait faire des élections tout de suite. Il y aurait eu un raz-de-marée pour les travaillistes. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu se faire élire grâce au meurtre de Rabin, une vieille rivalité entre ces deux hommes. Il a voulu se faire élire de ses propres mérites. Il a traîné. Et en traînant, il a donné prise aux autres. Et tout simplement, il a permis un enchaînement de circonstances. Une opération malheureuse au Liban, déjà une bavure monstrueuse qui a tué plus de 100 Palestiniens dans un camp de la Finule. L'assassinat d'un maître terroriste qui a occasionné les premiers attentats suicides du Hamas. Et donc, on a dit, voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on va continuer comme au moment d'Oslo? Et Netanyahou, qui est le maître de la manipulation politique, qui a su exploiter tout cela, a fini par se faire élire vraiment d'un cheveu. C'est-à-dire, il a eu quelques milliers de voix de plus dans une élection, je répète, qui n'était pas Imperdable. qui était imperdable. C'est-à-dire, il y a eu toutes les erreurs faites. Et à l'époque, j'étais très mêlé à ça. Je passais les journées au quartier général du Parti travailliste pour suivre les élections, donner un coup de main. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas une seule chose-trappe où il n'est pas Shimon tombé. Peres n'est pas En tombé. fait, on a offert à cet homme le pouvoir sur un plateau plateau. d'argent. Et une fois au pouvoir, il ne l'a plus lâché. Enfin, s'il y a eu la parenthèse Barak, mais il est accroché au pouvoir depuis. Il était difficile de s'en débarrasser. Donc Rabin, il a été tué physiquement et puis il est mort politiquement. Et il a été tué 2 fois, oui. Il a été tué 2 fois. Son assassinat qui a donné lieu à un immense mouvement de regret, de sympathie. Il y a eu notamment ce mouvement de ce qu'on appelle la jeunesse des bougies, des dizaines de milliers de jeunes qui s'assemblaient sur la place des rois d'Israël, depuis la place Yitzhak Rabin à Tel Aviv, et qui allumaient des bougies. Il y a un énorme mouvement que personne n'a su canaliser, donc personne n'a su faire un véritable mouvement politique, et ça s'est défait. Et la violence terroriste a fait le reste. Et donc on a dit, mais voilà, on ne va pas donner un État à ces gens-là. Et alors, selon vous, Netanyahou et son gouvernement, est-ce qu'ils ont une responsabilité dans le pogrom qui a été perpétré le 7 octobre 2023 par l'organisation terroriste du Hamas? Et oui, mais une responsabilité évidente, directe, qu'évidemment ils ne veulent pas admettre. C'est pour ça que Netanyahou refuse la création d'une commission d'enquête, parce qu'il sait qu'il sera mis en cause. C'est tellement vrai qu'ils ont comment dire, ils ont favorisé sciemment, explicitement le Hamas aux Contre dépens de l'autorité l'autorité palestinienne, pour précisément ne pas donner à l'autorité palestinienne des moyens d'exister. de créer un État palestinien. Ils l'ont dit. On a des citations précises, publiques, où ils ont dit le Hamas est un avantage, il faut les favoriser. Si on veut, Netanyahou a dit, si on veut éviter un État palestinien, il nous faut aider le Hamas. Et on a vu à la télévision ces scènes absolument ahurissantes
d'un émissaire qatari arrivé avec des valises de D'argent dollars, liquide. avec des valises liquides pour le Hamas, soi-disant pour aider les pauvres et l'économie. Mais en fait, pour une bonne partie de cette agence, aller dans les tunnels et dans l'achat d'armes. Ils savaient cela. Ils savaient cela. C'est criminel. Donc cette politique-là a été sciemment mise en œuvre. Et le 7 octobre était fidèle, évidemment. Et il a dégarni la bande de Gaza pour aller défendre les colons en Cisjordanie occupée. Alors ça, il y a eu 2 bataillons qui sont allés, effectivement, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que c'était la conception que le Hamas était plutôt un allié objectif, qu'il était, il était parfaitement dissuadé qu'il n'y avait rien à craindre. On avait une formidable barrière de sécurité avec tous les moyens électroniques possibles et imaginables. Et ils sont passés par-dessus. Et donc, il n'y avait rien à craindre de ce côté-là. Il n'y avait personne. Les bases militaires étaient vides. Les bases militaires étaient vides. Il n'y avait personne. Et donc, ils sont arrivés, alors il y avait des signes avant-coureurs. On savait tout ça. On a tout de même les meilleurs renseignements au monde. Je plaisante à peine. Je veux dire, ce sont des gens qui sont capables d'envoyer un missile dans la 3e fenêtre à gauche du 4e étage de l'immeuble à Beyrouth. On sait faire ça. On sait tout. Et on ne savait pas ça. On ne voulait pas le savoir. Vous savez, les renseignements, c'est toujours pareil. Ils ne sont efficaces que si on veut bien les exploiter. Et comment vous qualifiez maintenant l'action du gouvernement israélien dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre? Mais c'est un crime de guerre massif quotidien. On n'arrête pas de tuer des gens. C'est aussi simple que ça. C'est vous approchez d'une ligne dans le sable que nous sommes les seuls à connaître, et c'est une zone de mort, et ils tirent. Ils tirent pour tuer. L'idée, c'est quoi? C'est d'empêcher le Hamas de progresser, de se réorganiser. Mais le Hamas est toujours là. Et il domine la moitié de la bande de Gaza. C'est-à-dire, après 2 ans et demi de guerre, on est encore à nous mesurer à une milice terroriste qui est toujours sur place, qui terrorise sa population et qui fait encore la loi dans la moitié du territoire où il se trouve à Gaza. C'est-à-dire, c'est incroyable que face à un échec aussi colossal, aussi massif, que ces gens sont encore là. Ils sont encore au pouvoir et ils ont encore un capital de vote considérable. C'est vous dire à quel point le trauma du 7 octobre, l'effet de la propagande, la stupidité aussi, il faut le dire, font que ces jeunes-là ne se baladent pas dans les rues avec un sac et de la cendre sur la tête. Mais ils sont au pouvoir. Et qu'est-ce que vous pensez de l'action des colons en Cisjordanie occupée? Mais c'est pareil, c'est-à-dire les colons sont au pouvoir, on leur a laissé la bride sous le cou et ils font à peu près ce qu'ils veulent. C'est-à-dire il y a en Cisjordanie des pogroms quotidiens. Et je pèse mes mots, des pogroms quotidiens. Alors, ce qui se passe à Gaza et au Liban, tout ça, c'est grave et dangereux. Mais le pire, c'est la Cisjordanie. C'est là-bas l'épicentre de la guerre que nous menons au peuple palestinien. C'est là-bas. C'est pas à Gaza. Et là-bas, ce qui se passe, c'est une annexion rampante, de moins en moins rampante, de plus en plus ouverte. Là encore, je n'invente rien, c'est le gouvernement qui le dit. Les membres du gouvernement disent, oui, le but c'est d'annexer ce territoire, d'imposer la loi israélienne sur l'ensemble du territoire. C'est comme ça. La montée du nationalisme xénophobe et de l'intégrisme religieux, elle n'est pas propre à Israël, ça concerne de très nombreux pays. Le bibisme ressemble au trumpisme, avec à chaque fois une remise en cause de l'état de droit. Quelle est votre explication? Il n'y a pas d'explication. C'est
le fond de commerce idéologique de ces gens-là, c'est la destruction de l'état de droit. C'est ça le populisme. C'est le populisme, c'est le lien. Populisme d'extrême droite. Le lien. Il n'y a de populisme que d'extrême droite. Vous en connaissez un autre? On parle de populisme de gauche parfois. Par exemple, Sanders aux États-Unis, c'est un populisme de gauche. Ça ne tient pas debout. Le populisme est par définition d'extrême droite parce qu'il essaie de briser la démocratie libérale pour créer un lien, soi-disant, direct avec le peuple, par-dessus la tête des corps intermédiaires. Et pour faire cela, il a besoin de casser l'état de droit. C'est le monde du vivant dit partout. Regardez ce qui s'est passé en Hongrie, en Pologne, sur le pays. Ce qui se passe de manière absolument ahurissante aux États-Unis. Qui aurait pu penser que les États-Unis prendraient cette allure de république bananière, qu'on verrait des hommes armés, masqués, dans les rues des villes américaines. Ce sont des scènes surréaliste. Personne ne peut imaginer ça. On dirait que le roman dystopique de Roth, de Philippe Roth, le complot contre l'Amérique, est en train de se réaliser sous nos yeux. Ça, vous avez raison, c'est un phénomène mondial et nous sommes en plein dedans. Enfin, Israël participe de ce. D'ailleurs, le gouvernement d'Israël fait partie de l'international réactionnaire. La chute d'Orban est un coup terrible pour Netanyahou. Puisqu'ils allaient à Budapest quand vous allez à Issy-les-Moulineaux. C'est-à-dire c'était des frères idéologiques. Et c'est pour ça que je ne suis pas véritablement désespéré. Il y aura un moment, parce que ce qui unit tous ces gens-là, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils ne sont pas compétents, ils sont très mauvais. Donc finalement, ils finissent par perdre le pouvoir, à moins qu'ils s'y installent de manière véritablement dictatoriale, ce qu'ils ne font pas. Ils ne vont jamais jusqu'à là, sauf dans des pays d'Amérique latine. Mais on n'imagine pas en Israël une véritable dictature militaire, par exemple. Ça, il n'y aura pas. Et donc, tant qu'il reste soumis à des élections libres, on peut encore s'en débarrasser. Mais il faut faire attention parce que même les élections libres ne sont pas nécessairement assurées. Et alors, vous êtes partisan de la coexistence pacifique entre deux États, Israël et un État palestinien. C'est un objectif. Est-ce qu'il est encore réaliste aujourd'hui, après tant d'années d'échecs et une guerre sans fin? Et quelles seraient les frontières d'un État palestinien viable? D'abord, c'est réaliste et envisageable pour la bonne raison qu'il n'y a pas d'autre solution. Et donc, on finira par y arriver, ou alors nous n'existerons pas. Nous n'existerons pas en tant qu'État ou quelqu'un comme moi pourrait vivre. Donc je crois que comme c'est l'unique solution raisonnable, je crois qu'on finira quand même par y arriver d'une manière ou d'une autre. Et les frontières, on les connaît. Ce sont en gros les frontières des lignes d'armistice de 1949 avec des modifications mineures. Enfin, tout ça existe. Ça a été négocié pendant des années. Il y a des plans extrêmement précis. Les cartes existent. Tout est en place. Je dis toujours qu'il suffit de tendre la main et prendre sur l'étagère l'un des 3-4 modèles qui ont été mis au point par les deux parties et la paix est faite. Et quelle puissance tiers pourrait à la fois l'imposer et la garantir, la solution à deux États? Oui, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, mais on verra. Les Américains, avec quand même, j'espère, l'aide des Européens. Je dis là, l'Europe vraiment pourrait jouer un rôle. Ce n'est pas une parole de circonstance. L'Europe a les capacités théoriques pour aider à une solution. À la richesse, la puissance, sa qualité de principal partenaire commercial, touristique, scientifique d'Israël.
Alors si l'Europe, elle a un rôle à jouer, est-ce que dans l'immédiat, est-ce que vous ne pensez pas pour freiner la guerre expansionniste là, menée par Netanyahou, est-ce qu'il ne faudrait pas une suspension de l'accord Je commercial crois que entre si. Israël et l'Europe? Je crois que, bien sûr, je crois que si. Je ne crois pas que sans, sans pression très forte, je ne peux pas qu'on les livrera. Seuls, nous ne les livrons pas. Nous sommes trop faibles, Israéliens et Palestiniens, pour des raisons différentes et de manières différentes. Mais faibles, tous les deux. On a besoin des autres et les autres peuvent tracer des lignes de ce qui est permis, de ce qui ne l'est pas, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas. Et l'Europe pourrait jouer un rôle important. Mais l'Europe, c'est l'Europe, vous connaissez comme moi, elle est divisée, elle est culpabilisée, elle a d'autres champs fouettés. Enfin, c'est c'est une immense puissance potentielle, mais qui n'a pas encore euh, réalisé son potentiel politique. Ça viendra parce que là encore, c'est la logique de la situation. La- le retrait américain, euh, la menace russe, enfin tout ça fait son œuvre. Vous voyez bien, ça va très vite, on ne se rend pas compte toujours, mais ça va très vite. Donc l'Europe finira par exister, euh, politiquement, diplomatiquement. Le tout de savoir, est-ce qu'on a le temps, nous, d'attendre que l'Europe... Existe. Et où en est le mouvement de la paix en Israël? Est-ce qu'il y a des contacts en ce moment Il y a des encore contacts entre sans arrêt, Israéliens et oui. Palestiniens favorables à la solution à deux Oui, bien États? sûr, il y a des contacts. Ce qu'on appelait le camp de la paix Oui. est anesthésié, mais il n'est pas mort. Enfin, les gens sont toujours là. Euh, il y a, il y a des choses qui se passent, il y a des manifestations, il y a des manifestes, il y a des rencontres, il y a beaucoup de choses. Mais tout ça est incapable de se coaguler dans un véritable mouvement politiquement significatif. Il faut agir par étapes. Il faut d'abord se débarrasser de la coalition, de la coalition de fous que nous avons en ce moment, qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel, enfin de hors norme. Il faut se débarrasser de Netanyahou et de ses sbires. Et il faut qu'on aura une autre coalition, comme celle qu'on a eue avant ce dernier gouvernement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce qu'on appelait le gouvernement de changement dirigé par Bennett et Lapid, qui n'est pas un gouvernement de Naftali gauche. Bennett et Yair Oui, Lapid. qui n'est pas un gouvernement de gauche, c'est un gouvernement de droite, mais c'est un gouvernement respectueux des lois et capable de calmer les nerfs de la nation. Ça, c'est déjà une étape importante qui permet de respirer, qui permet de prendre des contacts normaux avec le monde, parce que nous sommes coupés du monde. Mm. Et il n'y a plus de diplomatie israélienne au sens où on entend ce mot d'habitude. On passe notre temps à insulter les autres. Dans votre dictionnaire amoureux, à la rubrique palestinien, vous dites frères siamois, car tel est le sort des frères siamois. Ensemble, ils se sauvent par une opération douloureuse, ou ensemble, ils se perdent. Oui, oui, ce n'est pas de la poésie, c'est une réalité. C'est pas, c'est déjà, Israël n'a qu'un problème. Israël est on aurait peut-être dû commencer par là, Israël est un énorme succès historique de tout point de vue. Euh, nous venons de célébrer hier le 78e anniversaire de l'État d'Israël. On a tout fait à un temps record. On a reconstitué une culture florissante, on a une économie puissante, on a l'armée que nous avons, on a surtout une langue nationale que nous avons ressuscitée. C'est vraiment un miracle historique. Et nous laissons ce miracle historique se déliter parce que nous ne comprenons pas, beaucoup ne comprennent pas que ce miracle historique a un problème, et c'est le problème palestinien. Il n'y en a pas un autre. Donc à long Il n'y a terme, pas ce de miracle problème qui ne puisse être résolu. Mais à plus ou moins long terme, ce miracle peut se détruire de l'intérieur? va s'autodétruire si on ne résout pas le problème de la paix et de la guerre. Et ce problème de la paix et de la guerre, le problème de l'État palestinien.
Si nous continuons comme ça, on peut continuer comme ça. Mais à ce moment-là, ce sera non seulement un naufrage moral, parce que c'est une puissance occupante, mais pas une puissance qui peut se prévaloir d'une résistance éthique, morale, quelle qu'elle soit. Mais en plus, c'est condamné à la guerre perpétuelle, au terrorisme, à la répression, à une vie qui n'est pas digne d'être vécue. Et pour les Palestiniens, c'est encore pire, parce que vivre sous l'occupation, ce n'est pas une vie. Hein. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit cette image de frère siamois, parce que on ne peut pas, on ne peut pas faire comme si l'autre n'existait pas, il est collé à nous. Et donc, il faut ensemble se sauver, oui, ou ensemble sombrer. Vous êtes un historien universitaire engagé en politique, dites-vous, mais vous n'êtes pas un véritable politique professionnel. Vous connaissez l'histoire de France mieux que beaucoup de Français et vous êtes un fin connaisseur de la situation politique française contemporaine, Elie Barnavi. D'où vient votre attachement à la France, à son histoire et à sa culture? De mon enfance, puisque c'est du jour où mon père m'a mis entre les mains le premier roman, le premier gros roman que j'ai jamais lu, qui était Les Trois Mousquetaires. Et tout de suite après, Le Comte de Monte Cristo. Alexandre Dumas. Je me souviens plus Ordre. dans quel ordre. Et ça m'a plus jamais lâché. J'avais une prof qui venait m'enseigner le français. Et puis voilà, et puis une partie de ma scolarité française. Après, j'ai fait une thèse à Paris. J'ai fait très tôt de la France une espèce de seconde patrie, quoi. Et alors, vous êtes un Français de cœur et de culture, mais vous n'êtes pas un défenseur de l'État-nation, vous êtes un partisan de l'Europe puissance, bien qu'il n'y ait pas de peuple européen ni de langue maternelle européenne. Et pour faire émerger ce peuple européen, vous vous êtes investi dans la construction d'un musée de l'Europe à Bruxelles et vous organisez plusieurs débats sur l'Europe. Alors, où en êtes-vous de tout cela et quel bilan tirez-vous de tout ce travail? L'idée, c'est une idée déjà ancienne. Nous avons commencé avec un petit groupe d'amis en 1998, vous voyez, ça fait déjà un moment. L'idée était de construire un vrai musée de l'Europe, et avec l'aide du Parlement européen. Enfin, je vous passe les détails, d'ailleurs, je raconte un peu ça dans les confessions dans mes confessions. Ce qui restait de cette idée, c'est une association qui s'appelle Musée de l'Europe et qui crée des expositions et des événements à sujet européen. L'idée de base était de montrer aux Européens que l'Europe n'est pas une construction artificielle, mais qu'elle existe. Il existe une civilisation européenne d'un seul tenant, ancienne déjà, à laquelle il s'agit maintenant de donner une forme politique. Et même cette forme politique, on la cherche depuis le Moyen-Âge. Vous savez, ce n'est pas une nouveauté. L'idée de créer une Europe politique est très ancienne, elle est multiséculaire. Et donc, ce n'est pas que vous dites que je ne suis pas partisan de l'État-nation, ce n'est pas tout à fait exact. Je crois que l'État-nation, il est là pour durer. Mais je suis pour le surplombler par une Europe puissance, oui, souveraine, et capable de s'imposer sur la scène du monde. On en a besoin. Vous savez, l'Amérique a été les États-Unis ont été le pivot du monde démocratique, pour le meilleur et pour le pire, avec leurs péchés, tout ce que vous voudrez. Dans l'ensemble, ça a fonctionné. Ça a été ça l'Amérique. Quand on avait un problème grave, existentiel, on se tournait vers l'Amérique et généralement ils étaient là. C'est terminé. Par qui on le remplace? Sinon par l'Europe. Quelle est la puissance demain vers laquelle on pourra se tourner, où il sera bon vivre parce que ce sera un espace de liberté, de droits de l'homme, de prospérité, et où on se sentira protégé des vents mauvais du nationalisme, c'est ici. Et si vous ne faites pas ça, il n'y aura rien, il n'y aura personne, il y aura la Chine, la Russie,
merci des alternatives. Les États-Unis. Le débat sur le passé et l'actualité de l'Europe, c'est indispensable, mais il faut aussi, dites-vous, un rêve partagé. La démocratie, ça ne suffit pas. Donc pour unir un peuple, il faut un isme. Alors c'est plus le christianisme, c'est plus le communisme, et vous pensez que l'Europe, ça peut devenir ce nouveau isme? Oui, Oui. il n'y en a pas d'autres. D'ailleurs, vous savez, un Européen qui se promène ailleurs, qui sort de l'Europe, ne serait-ce qu'aux États-Unis ou en Amérique latine, partout, du coup, il comprend à quel point il est différent, à quel point il est européen. Et je pense que la faille des pères de l'Europe et des dirigeants de l'Europe, ça a été de ne pas marteler cette vérité-là. Oui, nous sommes différents, nous parlons des langues différentes, nous avons des passés différents, mais nous avons aussi un passé commun. Et il n'y a pas un seul problème national, pas un seul problème national grave, dans le passé ou aujourd'hui, qui ne soit aussi et d'abord un problème européen. Pensez à toutes les crises de la modernité, n'est-ce pas, à la réforme, à l'émergence de l'État-nation, tout ce que vous voulez. Tout ça était européen. Et ce qui s'est passé au niveau national, c'était que des déclinaisons locales des phénomènes européens. Et ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu enseigner dans les écoles, qu'on aurait pu expliquer aux Européens. Au lieu de leur laisser croire que l'Europe, c'est un appareil bureaucratique à Bruxelles, coupé des peuples. On assiste plutôt en ce moment à une montée du nationalisme et du communautarisme, et même de façon très inquiétante du racisme et de l'antisémitisme. Et vous, une fois de plus, vous sonnez l'alarme. Est-ce qu'il faut légiférer sur les nouvelles formes d'antisémitisme, comme l'avait proposé la députée française Caroline Yadan? Franchement, je n'en sais rien. Je n'ai pas fait ma religion là-dessus. Je suis d'une manière générale assez sceptique sur la capacité de la loi à empêcher des phénomènes sociaux. Mais je ne suis pas hostile non plus. Vraiment, vraiment, il y a d'excellents arguments d'un côté comme de l'autre. Ce qui est important, c'est de réveiller les gens. L'un des avantages d'un projet de loi comme celui de Mme Yadan, c'est que ça provoque le débat. Et c'est déjà pas mal. Euh, et tout ce que vous dites là est parfaitement vrai et très inquiétant. Il y a une espèce de régression intellectuelle et morale un peu partout qui se traduit par ça, par le nationalisme, par des formes de racisme, d'antisémitisme. Mais quand vous demandez aux Européens, est-ce que vous serez mieux dehors, est-ce que vous voulez quitter l'Europe, ça c'est terminé. Plus personne ne veut ça. L'exemple anglais leur a suffi. Et même les mouvements populistes, les mouvements les plus eurosceptiques, les plus anti-européens, ne songent plus à quitter l'Europe. Ils songent à la transformer de l'intérieur. C'était même le cas d'Orban, c'est le cas du Rassemblement national en France, c'est le cas de tous ces gens-là. L'Europe s'est imposée comme une entité protectrice, comme quelque chose qu'on ne quitte pas, dont on n'est pas content, qu'on veut transformer, mais on ne quitte pas l'Europe. L'Europe est là pour rester. Et on pourrait bâtir là-dessus. Les démocrates pourraient bâtir là-dessus. De ce point de vue-là, d'ailleurs, il faut reconnaître qu'Emmanuel Macron, quoi que vous en pensiez par ailleurs, comme citoyen français, aura été un grand Européen. Il a donné une impulsion importante à l'idée d'Europe, à l'idée et à l'idéologie de l'Europe. Je pense qu'il faudra le reconnaître un jour. Merci infiniment, Elie Barnavi, d'être venu. Et merci à vous tous de votre attention. Vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube de France 24 et en podcast. Et on vous dit à très vite. Merci à vous tous.